Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire aux questions. Foire aux questions pour laquelle j'accueille aujourd'hui le professeur Florentin Maurras de l'Université internationale de Floride à Miami. Donc Florentin, bonjour. 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 Donc vous êtes géologue, sédimentologue. Sédimentologue, oui. Vous avez certainement vu passer, chers auditeurs, cette publication très récente à propos de l'extinction Crétacé-Tertiaire, comme on l'appelle encore en France, on devrait l'appeler Crétacé-Paléogène. Donc dans cet article, les auteurs décrivent une couche géologique qui contiendrait finalement des restes qui auraient été déposés directement après l'impact de météorites qui a causé cette crise Crétacé-Tertiaire et donc qui serait finalement un enregistrement direct des conséquences de la chute de la météorite. Et notamment, cette couche serait très riche en fossiles et donc nous raconterait beaucoup de choses quant à l'extinction des dinosaures. Du moins, c'est ce qu'en dit la presse, sur Internet. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir, donc, comme je le disais, Florentin Maurras, qui est l'un des co-auteurs de cet article, donc qui va pouvoir nous parler directement, nous donner un avis finalement de première main sur cet article. Donc c'est un très grand honneur pour moi de vous accueillir. C'est un article qui a finalement généré beaucoup de scepticisme. Déjà, il a été un peu victime de sa date de parution, puisque c'est un article qui parle beaucoup de poissons et qui est sorti le 1er avril. Donc déjà, c'était pas de chance. donc, euh, donc il y a eu beaucoup de... Les gens l'ont regardé immédiatement d'un œil sceptique. Bon, et puis à chaque fois que le thème est comme ça, très, très sexy, très, très intéressant, évidemment, le scepticisme est d'autant plus fort. Du coup, avec le professeur Maurras, on va essayer un peu de remettre tout ça à plat et parler du contenu scientifique. Donc déjà, est-ce que vous pourriez nous faire un peu un résumé de cette découverte, un résumé de cet article, du coup, et quelle a été votre contribution? D'accord. Bonjour Benoît et les auditeurs. Ma contribution, je suis un sédimentologue. Donc, je ne suis pas paléontologue de dinosaures. C'est Monsieur De Palma qui a fait ses études sur les dinosaures. L'évidence qu'on a, c'est très simple. La couche qui représente l'événement de l'impact est un mélange de sédiments marins et de sédiments terrestres. Et c'est à 2000 kilomètres de la côte. Donc, il est évident qu'on doit avoir une vague extraordinaire qui a dû mélanger des éléments de la mer profonde et des éléments de la terre. Donc, c'est l'évidence. Et nous avons aussi les structures. Les structures sont définitivement des structures de vagues qui sont allées de la côte à l'intérieur et de l'intérieur à la côte. C'est ce qu'on appelle des vagues d'oscillation. Et ces vagues d'oscillation ne sont pas communes. Donc, c'est l'évidence que nous avons qu'il y a eu ce qu'on appelle un sèche. La différence, c'est que quand vous avez un tsunami, les dépôts, ils présentent des structures qui vont dans une direction permanente, une seule direction. Alors que dans le sèche, qu'on appelle une vague d'oscillation, les éléments, ils vont dans deux directions. Parce que la vague va dans une direction à un certain moment et ça va dans l'autre direction à l'autre moment. Donc c'est ce qu'on appelle une sèche. D'accord. Si je peux me permettre, je veux tenter une comparaison. C'est un peu comme quand on secoue un saladier, en fait. Exactement. D'accord. Donc, si on met de l'eau dans Yeah. un saladier, qu'on le secoue, la vague va d'un côté à l'autre, comme D'un ça. côté à l'autre, exactement. Et D'accord. puis les sédiments qui se déposent vous montrent exactement ce mouvement de va-et-vient. D'accord. Donc cette sèche aurait amené des éléments de la mer directement dans des sédiments terrestres. Oui, Et du coup, ce qui aurait formé cette sèche, c'est l'impact de Chicxulub. de Chicxulub, oui. Parce qu'on a des ammonites aussi, les ammonites n'habitent pas à l'intérieur du continent, typiquement de mer profonde. D'accord. Donc à 2000 km de la paléocôte, donc de la côte telle qu'elle était au Crétacé, on a ces éléments marins qui n'ont rien à faire là, quoi. C'est ça le... Exactement. Yeah. D'accord. D'accord. Et alors, comment est-ce que vous avez réussi à dire que cet événement, cette sèche, était issu de l'impact de Chicxulub
et pas d'un tremblement de terre, en fait, quelconque. On a l'évidence avec ce qu'on appelle les microtectites. Les microtectites, c'est les petites bulles de glace qui retombent avec l'impact. Et ces microtectiques ont été retrouvées avec les poissons au même moment. Il faut que ces poissons aient été au même moment de l'impact parce que ces petites bulles de glace auraient été déposées au fond de la mer, non pas dans les, avec les poissons eux-mêmes. Oui, ce que vous dites dans l'article, donc, c'est que il y a des microtectites qui ont été retrouvées non seulement autour des poissons, mais aussi à l'intérieur des poissons, À c'est ça? l'intérieur, exactement. D'accord. So, Donc, dans... quand, quand ils respiraient, ils absorbaient ces petites bulles de glace qui étaient dans l'eau à ce moment-là, D'accord. Donc, ils en ont dans les branchies, c'est ça? dans les branchies. Oui, d'accord. D'accord, d'accord. Et alors, j'imagine que ces microtectites, elles devaient être extrêmement chaudes. Les poissons, ils n'étaient pas déjà morts quand... Ou Non, est-ce que... quand ils retombent, évidemment, quand ils touchent l'eau, ils deviennent des petites bulles de glace et c'est assez froid à ce moment-là. D'accord. Les paddlefish. Non, c'est ça? Les paddlefish, Donc exactement. les Yeah. paddlefish en français, que je traduis ça, ce sont les spatulaires. Voilà. Les spatulaires. Ça s'appelle un spatulaire en français, d'accord. C'est un genre de poisson avec un nez tout plat, c'est ça? Exactement. Yeah. D'accord. Donc ces spatulaires ont des microtectites dans les branchies et vous avez aussi trouvé des microtectites dans l'ambre, c'est ça? Donc il y a des microtectites à la fois du milieu terrestre et du milieu aquatique. Oui. Ce D'accord. sont ces mêmes picotectiques qu'on a trouvés dans la presqu'île du sud d'Haïti et qu'on trouve aussi au Mexique et qu'on trouve un peu partout autour des Caraïbes. D'accord. D'accord, donc, et alors généralement, ce qu'on associe avec cet impact, c'est les microtectites, les quartz choqués et l'iridium. Vous avez des quartz choqués Des et de corps l'iridium. choqués. Oui. Vous en avez aussi Oui, il y a des corps choqués aussi. d'accord. Et l'iridium? Et l'iridium, non, c'est pas tellement évident parce qu'il y a eu beaucoup de remaniements là-dedans. D'accord. D'accord. Ah, donc il y a du remaniement, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau du remaniement? Quand il y a des remaniements, évidemment, c'est des animaux qui viennent, qui remanient la surface après le dépôt. Donc, on ne peut pas voir directement ce qui se passe. Évidemment, et la chose essentielle, c'est que ces tectites ont été datées par radioactivité et ces tectites ont exactement le même âge que les tectites qu'on trouve un peu partout qui sont associées à l'impact. Et au niveau stratigraphie, du coup, vous êtes vraiment, vous êtes juste en dessous de l'horizon, du fameux horizon à iridium. Comment est-ce que ça, comment est-ce que se présente cette couche au niveau de la stratigraphie? La stratigraphie en dessous, je crois qu'il y a des photos qui montrent qu'il y a des empreintes de pas des empreintes de dinosaures, des pattes de dinosaures. Parce que c'était un endroit assez boueux, donc il y avait des dinosaures dans cet endroit-là. Et on a eu l'impact et l'arrivée de ces vagues qui ont apporté les sédiments. Donc, comme je vous disais, ces sédiments, ils ont des structures qui montrent définitivement que ce sont des vagues de sèche, pas des vagues juste de tsunami. D'accord. Peut-être une question aussi que se posent nos auditeurs, c'est quelle épaisseur finalement fait cette couche? Parce que c'est vrai qu'on a, nous on nous apprend beaucoup bah, que la couche, cette couche catastrophique qui marque l'extinction crétacé-tertiaire, c'est une très fine couche d'argile noire. Mais d'après l'article, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup plus que ça en épaisseur. C'est un dépôt assez épais au final. Oh oui, c'est un dépôt assez épais. D'ailleurs, ça varie d'endroit en endroit. Si vous allez au Mexique, même au Mexique où il y a beaucoup de dépôts de cet événement, ça varie parce que quand les vagues arrivent, le comportement des vagues va dépendre de la topographie de l'endroit. So, c'est pourquoi que ça peut varier d'un endroit à l'autre. Et dans cet endroit qu'on a là, il y a des dépôts qui sont presque 20, jusqu'à presque 20 mètres, d'autres qui sont beaucoup plus moins que 20 mètres. D'accord, d'accord. Donc ce serait vraiment un dépôt assez catastrophique au final. Donc,
Oh non, Euh, absolument. Ça, il n'y a pas de doute que c'est un dépôt catastrophique qui a l'évidence non seulement des structures, mais du mélange des fossiles. alors, dans l'article, vous dites ça se serait formé en une heure, moins d'une heure, c'est ça? Comment vous À peu parvenez près. à... comment vous calculez ce résultat? Comment vous êtes venu à Mais cette conclusion? c'est l'arrivée des Tictites, Ah, donc il y a pas... Ouais, les tectites sont retombés presque instantanément, c'est ça? presque instantanément, oui. Et en coïncidence avec le dépôt de sèche, du coup. Oui, les Ok. vagues amènent tous ces éléments de la mer, les mélangent, et en même temps, les Tictites tombaient dans l'eau qui voyageait vers l'intérieur. Oui, D'accord. Il y a une question qui vient de me venir. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la découverte du site? oui. Donc, comment est-ce que le site de Tanis a été découvert? De, de Palma, c'est un paléontologue, surtout des dinosaures. Et Mhm. cet endroit-là, le nord, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, jusqu'à l'endroit, il y a des dépôts avec beaucoup de os de dinosaures et d'autres fossiles. Donc, il étudie les vertébrés pour sa thèse de doctorat. Donc, par chance, il est tombé sur ça. C'était comme pour moi-même, quand je faisais la géologie d'Haïti, par chance, je suis tombé sur ça, mais je ne cherchais pas la limite Crétacé-Tertiaire. C'est juste par chance, évidemment, on faisait la géologie et bien, bang, on tombe dessus. C'est la même chose pour lui. D'accord. Donc, c'est en cherchant des dinosaures pour sa thèse. Donc, si c'était pour sa thèse, c'était il y a un moment, du coup. Oui, D'accord, d'accord. Et alors, du coup, maintenant, niveau paléontologique, donc il y a beaucoup de controverses quant à la... Il y a encore un article qui était sorti la semaine dernière et encore plusieurs articles les semaines précédentes à propos de combien de temps cette crise crétacé-tertiaire a duré finalement et et est-ce que les dinosaures et les autres et le reste de la faune s'est éteint finalement doucement ou est-ce qu'ils se sont éteints soudainement au moment de cet impact? Donc il y a des tenants et des arguments pour les deux côtés. Et du coup, qu'est-ce que ce nouveau dépôt, donc le dépôt de Tanis, nous apprend ajoute finalement à ce débat? le dépôt de Tanis, l'importance, c'est de nous montrer que l'événement a été si extraordinaire qu'on a eu des vagues de mer qui ont pénétré jusqu'à l'intérieur de ce qu'on appelle le Western Interior Seaway. C'est une grande golfe qui, qui occupait tout l'intérieur des États-Unis à cette époque-là. Et c'était un endroit très peu profond. Donc, ça a montré l'envergure de cette catastrophe. Mais pour dire exactement quand les dinosaures ont disparu, on ne peut pas le faire jusque sur cette base. D'accord. Évidemment, ça a été l'une des causes par l'effet que ça a eu sur tout le globe qu'on sait que vraiment c'est ce qui a causé la mort des dinosaures. Mais pour dire exactement si les dinosaures ont été tués à ce moment-là, c'est presque impossible parce qu'il y a eu des dinosaures un peu partout au monde. D'accord. Il y a eu des. Vous avez parlé d'ammonites, vous avez parlé Oui, donc des poissons. Il y a eu des dinosaures découverts dans cette couche de Tanis? pas de dinosaures proprement. Il y a eu d'autres vertébrés que M. De Palma est en train d'étudier, mais pas de dinosaures directement. Ah, Évidemment, d'accord. les poissons, il les a montrés dans son article, donc on peut le dire, mais les autres, il est en train D'accord. de les étudier. D'accord. Donc il y a de nouvelles informations qui vont venir Oh, se. il y aura beaucoup de nouvelles informations sur ça. D'accord. C'est Ah, lui d'ailleurs, c'est lui le paléontologue. Parce que nous autres, les sédimentologues, on a déjà fait notre travail. On a montré que très clairement, avec les structures, que c'est définitivement une structure qui est associée à un mouvement de sèche. D'accord. Et qui donc ne peut s'être formé que suite à un événement sismique d'envergure, et en l'occurrence, vu qu'il y a les microtectites, cet événement sismique d'envergure, c'est la chute de l'astéroïde. Absolument. Très bien. Parce que Ah, ça, c'est exactement la même date. d'accord. Je suis content, j'ai réussi à suivre. Ah bon, Très bien. c'est ça. Euh, est-ce qu'on peut voir une... Parce que finalement, enfin, encore une fois, nous autres du grand public,
quand on visualise cet astéroïde en train de tomber, on s'imagine des grandes vagues se répandant partout dans le monde. Est-ce qu'on a des dépôts catastrophiques comme ça ailleurs qu'en Amérique du Nord? Bien sûr. En effet, j'ai écrit un article. D'ailleurs, mon premier article qui a apparu dans le journal Science en 1991, on a décrit le fait que la structure du dépôt en Haïti est vraiment très similaire à la structure qu'on voit à Tanis. En effet, on se demandait est-ce qu'il y avait un seul impact ou deux impacts, parce qu'on voit des mouvements oscillatoires. Il y a eu exactement deux passés comme ça. Donc, et j'ai écrit un autre article en 2005 dans le journal de Iberian Geology où j'ai décrit ce phénomène en mer profonde. Donc, il n'y a pas eu seulement que le sèche à Tanis, il y a eu le sèche presque partout au monde. Donc, Je l'ai appelé le méga sèche d'ailleurs. d'accord, une méga sèche, ok. Yeah. Donc ça fait partie des mots-clés qu'on va pouvoir rechercher sur Google maintenant. Donc, Si vous voulez, je vous enverrai cet article. Vous verrez ça. ah oui, oui, avec plaisir. Du coup, vous l'avez trouvé à Haïti, vous l'avez trouvé en Espagne, c'est ça? Oh, il y a un peu partout. La découverte de cet événement en Haïti a été une découverte clé. En 1900, je faisais de la géologie, comme M. De Palma, je faisais de la géologie en Haïti quand j'ai vu cette couche particulière. C'était en 1979. Ah, Mais je ne l'avais pas étudié jusqu'aux environs des années 80, quand Alvarez a publié son papier en sciences en 1980, et ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et j'ai publié mon article en sciences en 1991. Et pourquoi que cette découverte a été critique? C'est parce que les techniques d'Haïti ont été les premières techniques qui sont d'une dimension qui démontrait que l'impact devait être très, très proche de cet endroit-là. C'est ce qui a permis à M. Hildebrand, ici vous verrez aussi en sciences, mhm. Alan Hildebrand, qui a proposé le site de l'impact devait être dans la région des Caraïbes. Et ensuite, les géologues, ils ont pu trouver l'impact, en effet, au Mexique, avec la structure qui se trouvait au Mexique. Mais c'était les techniques d'Haïti qui ont permis de faire cette hypothèse. Mais du coup, c'est une découverte qui remonte à, ça vient de sortir, mais finalement, ça remonte à loin. Oh oui, évidemment. C'est-à-dire que le dépôt de Tanis, comme je vous dis, c'est une évidence supplémentaire qui montre l'importance de cet événement à l'époque. Mais on sait un peu partout que ça a été une chose extraordinaire. D'accord. Et ces autres dépôts, ils ont des fossiles aussi, ou est-ce qu'ils sont vraiment très similaires à Tanis Non, ou... les autres dépôts, la plupart de ces dépôts sont de mer profonde. Il y a, par exemple, le dépôt d'Haïti, c'est de mer profonde. C'est pourquoi le dépôt de Tanis c'est pratiquement exceptionnel, parce qu'on n'a pas de ces dépôts de l'intérieur du continent dans d'autres endroits. C'est presque pratiquement Tanis, le seul endroit où on peut voir ça. D'accord. Et au vu des photos, la préservation est vraiment assez exceptionnelle. Oh oui, exceptionnel, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez une explication à ça? Parce que c'est vrai que moi, encore une fois, dans ma tête, et j'imagine dans la tête de nos auditeurs, l'impact de météorites cataclysmiques, ça aurait dû faire des petits morceaux. Et Non. finalement, ces poissons, là, ceux qu'on peut voir sur les photos, ils sont magnifiquement préservés. Donc, est-ce que vous pouvez commenter un peu là-dessus? D'accord. Au point de l'impact, tout a été pulvérisé au moins jusqu'à 80 km, pulvérisé complètement. Les poissons que vous voyez ont été dans des endroits très loin de l'impact lui-même. Ils ont été apportés par les courants associés à ces vagues. C'est pourquoi que ces poissons sont très bien préservés. Évidemment, ce qui arrive, quand une matière organique est, est recouverte très rapidement par les sédiments et qu'il n'y a pas d'action de bactéries et d'autres choses et de l'oxygène, il se préserve. C'est ce qu'on appelle un Lagerstätten. Il se préserve très bien parce qu'il n'y a pas d'oxygène pour les pourrir. C'est pourquoi ces poissons-là, ils paraissent comme des poissons qui sont morts peut-être il y a quelques années de ça.
Mais évidemment, ce n'était pas directement au point de l'impact parce que tout a été pulvérisé. Parce que le dépôt de Tanis montre ce qui s'est passé dans l'océan. Mais il faut voir que aussi sur Terre, il y avait des incendies, des choses extraordinaires qui passaient sur Terre même. Donc tous ces animaux, ces plantes ont été brûlées, etc. Donc c'est sur Terre et en même temps en mer. Mais ce qu'on a là, c'est surtout ce qui s'est passé en mer et qui est arrivé jusque sur le continent. D'accord, ah oui, oui. Donc sur le continent, c'était les... quelles sont les preuves sur le continent de ces incendies? Est-ce qu'on a des dépôts Oh oui, de... mon Dieu, ça fait presque 40 ans qu'on a été au Canada. Il y a des dépôts au Canada où on peut voir très clairement ce qu'on appelle de soute, c'est les dépôts de cendres de l'incendie qu'on peut voir très clairement. Au Canada, on peut voir ça. Et même à l'intérieur des États-Unis, il y a le bassin il y a un endroit où l'on a un dépôt terrestre avec ces restes de cendres de l'incendie. Oh non, ça a été prouvé. Les Japonais aussi ont fait des études géochimiques qui ont montré qu'il y a eu des produits de l'incendie. Non, ça a été très clairement démontré un peu partout. Il y a eu des incendies extraordinaires un peu partout au monde à cette époque-là. Ah, mais c'est fascinant. Donc vous pouvez vraiment faire une... comment dire, une reconstruction. Ah, il y a beaucoup de reportages qui portent un titre comme ça, genre le dernier jour des dinosaures, mais finalement, avant votre étude, on avait des spéculations rationnelles, on va dire une idée de ce qui pouvait se passer, mais on n'avait aucune preuve. Donc là, ce que vous apportez finalement, c'est la preuve, les preuves du scénario du dernier jour des dinosaures. Donc qu'est-ce qu'on aurait eu du coup? Impact d'abord, l'onde sismique qui se propage, les sphérules qui retombent en même temps, qui déclenchent des incendies qui se coincent dans les branchies des poissons, et après tout ce mouvement, cette sèche, qui amène tous les poissons morts sur le rivage à plusieurs milliers de kilomètres finalement de la côte. C'est... Exact. Yeah, c'est ça. C'est une Non, c'est- c'est une preuve additionnelle. Parce on a eu toutes sortes de preuves. Parce que le problème du KT, ça a été, ça a été en débat depuis les années 80. Donc, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles qui ont été publiés un peu partout au monde pour pour démontrer vraiment qu'on a eu cet impact et les effets de l'impact un peu partout. Donc, le dépôt de Tanis nous apporte une preuve additionnelle sur l'effet catastrophique de cet impact. Mais on sait un peu partout au monde que cet impact a été catastrophique parce qu'on a les preuves un peu partout, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, un peu partout, on a la preuve de cet impact. Et surtout les tectites qui démontrent que, parce que les tectites ne peuvent pas se faire d'un événement volcanique. Ça doit être par un impact. C'est pourquoi que les tectites, c'est les preuves sans doute que nous avons eu un impact. Et aussi, évidemment, au Mexique, on a le cratère au Mexique. Et c'est les dates aussi qui correspondent. Ils ont exactement les mêmes dates. Et comme les tectites se forment rapidement et uniquement à cause de l'impact, c'est forcément... Si on les retrouve dans un dépôt, c'est forcément que le dépôt s'est formé très vite après l'impact. Et comme on les trouve dans les poissons, c'est qu'il n'y a pas eu de remaniement. C'est un peu... Exactement. Les poissons ont dû les absorber quand ils étaient en vie. Et à ce D'accord. moment même, quand l'impact est arrivé. C'est exactement ce qui était. D'accord. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Donc je vous souhaite beaucoup de nouvelles études à propos de ce gisement de Tanis et un grand succès. C'est vraiment une découverte unique qui nous donne une image, pour la première fois finalement, une des preuves concrètes que tout ce scénario de la crise KT finalement c'est pas que de la science-fiction, voilà, c'est pas que de la spéculation rationnelle, c'est aussi des preuves maintenant. Donc voilà. D'accord. Euh, Merci aussi pour l'interview. D'accord. Et bonne chance. Merci beaucoup, oui. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur notre chaîne.